Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce débrief ou plutôt ce double débrief de Ligue des Champions avec Barcelone Young Boys de Berne et Arsenal Paris Saint-Germain. De base, je devais regarder simplement le Barça contre les Young Boys, mais vous avez été tellement nombreux sur Insta et Twitter à me demander un débrief sur Arsenal PSG que j'ai aussi regardé ce match-là pour vous proposer une analyse tactique assez complète. Là, vous le savez, avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, il y a beaucoup d'affiches intéressantes, il y a beaucoup de matchs intéressants. Et même si de base je parle à 90% du Real sur cette chaîne, j'ai commencé à parler de plus en plus du Barça, de la Liga en général et pourquoi pas parler de plus d'affiches en Ligue des Champions et proposer des analyses tactiques imagées, détaillées comme vous le verrez tout au long de la vidéo. Donc forcément, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner car on est bientôt 90 000 abonnés et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres doubles débriefs ou parfois des vidéos en tout cas différentes pour parler de plus de matchs possibles. Tant qu'il y a de la qualité, tant qu'il y a de l'analyse et du propos intéressant, vous pouvez tout me dire, etc. pour améliorer le format, ça me fera super plaisir. En tout cas, on a eu une belle soirée avec d'un côté le 4-0 de Brest, en tout cas qui fait un très bon début de saison en Ligue des Champions avec un 4-0 à Salzbourg qu'on n'attendait pas, 2 matchs de victoire, ce qui est magnifique pour un club comme Brest, 7-1 de Dortmund contre le Celtic qui confirme un très bon début de saison côté allemand, Leverkusen qui engrange encore des points avec l'autre affiche du soir, 1-0 contre le Milan, puis on a eu des cartons City 4-0, l'Inter 4-0 et forcément on va commencer à parler dans cette vidéo par le match qui a été le plus à sens unique, qui a été à 90% du temps un no-match, et forcément au bout d'un moment, moi je me suis plus concentré sur Arsenal Paris Saint-Germain en délaissant un peu Barça Young Boys, mais j'ai suivi un peu de loin parce que bon, les pauvres Young Boys, les pauvres Suisses, ils pouvaient pas faire grand chose, mais pour en parler en tout cas dans cette vidéo, le Barça qui remporte une petite manita aujourd'hui, avec une aisance, en faisant tourner, en ayant un effectif aujourd'hui, en tout cas assez restreint par les blessures, qui a eu pas mal de problèmes contre Osasuna le week-end dernier à cause des absences. Là, on savait que l'opposition, en plus à Montjuïc, elle allait pas être incroyable. Le Barça, au niveau de la possession, au niveau des corners, au niveau des coups de pied arrêtés, qui ont été très décisifs aujourd'hui pour engranger des buts, forcément, ça permet aussi au Barça de se rattraper de leur bévue 3-1 à Monaco, qui, au point et au goal average, leur pourrait leur coûter cher au niveau du classement final. Et remporter des matchs comme ça avec beaucoup de buts pour se rattraper, c'est l'idéal aussi pour la confiance. En plus de faire tourner l'effectif, donner du temps de jeu aux jeunes, etc. Là, on le voit, les Young Boys ont tiré que 5 fois au cage avec seulement un tir cadré. Comment tu veux espérer à Barcelone faire quelque chose quand tu n'arrives pas à exister au niveau du jeu, des transitions, etc. On a eu des compositions, comme je le dis, avec quelques petites rotations, je dis bien quelques petites rotations parce que le Barça peut pas se le permettre, mais ça a été plutôt fait au cours du match en tout cas, parce que là, il sait très bien Hansi Flick que s'il y avait une autre contre-performance, ça ne pouvait pas le faire, d'où le fait qu'il a aligné directement Lamine, Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres, que bien entendu, après avec Casado, Pedri, c'est à peu près tout ce qui reste au milieu de terrain, parce que Gavi n'est pas là, Frenkie de Jong n'est pas là, Bernal n'est plus là, il y a beaucoup d'absences et de blessures, Dani Olmo aussi, donc forcément c'est compliqué. Koubarsi, Inigo Martinez avec encore une fois Arauro et Christensen qui sont pas là, Koundé qui fait un début de saison monstrueux et Baldé aussi à gauche, voilà c'est l'équipe quasiment type avec ce qu'ils peuvent en tout cas mettre sur le terrain pour l'instant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le FC Barcelone face à une équipe des Young Boys qui n'a pas de joueur référence dans son équipe a énormément déroulé. Je pense que j'ai pas besoin de parler tactique en disant que le Barça a largement dominé la possession, a poussé les Young Boys, en tout cas dans leurs derniers 20 mètres, 30 mètres, la plupart du temps, qu'ils n'ont pas arrêté d'attaquer, de construire, en partant même des fois d'assez bas, avec un bloc après qui remontait de plus en plus. Le bloc du Barça qui était après tellement bien placé que le Young Boys était obligé de balancer les ballons devant en espérant une déviation ou des joueurs qui peuvent la prendre et pourquoi pas faire un exploit individuel. Sauf que ça se passe pas comme ça côté Barça, avec un très bon pressing, une équipe qui a été absolument partout, qui n'a rien voulu laisser au hasard, avec une ouverture du score de Lewandowski au bout de 8 minutes de jeu, avec une belle connexion Lamine Yamal, Rafinha qui sont tous les deux énormes en ce début de saison. Donc on voit Lamine qui donne la balle à Rafinha qui au second poteau trouve Lewandowski à bout portant qui ouvre le score. On a eu un corner et c'est là aussi où je voulais en venir tout à l'heure. Les coups de pied arrêtés aujourd'hui ont été un atout monstre pour le Barça. C'est pas forcément une équipe qui de base joue beaucoup là-dessus, mais comme on l'a vu là, Lamine Yamal qui joue le corner très rapidement, qui la mienne ensuite sur, je crois que c'était dans l'axe, je sais plus si c'était Pedri qui a tiré, ou Lewandowski, je sais plus, et ça revient sur Rafinha après que les défenseurs l'aient contré, il a pu marquer à bout portant, le gardien était déjà par terre, donc forcément 2-0 au bout de plus d'une demi-heure de jeu, 35 minutes en général, forcément les pauvres Young Boys, ils pouvaient plus rien faire, c'était le coup de massue de trop, et quand derrière
À la 36e, t'enchaînes quasiment avec un but d'Inigo Martinez sur corner qui avait pris le dessus sur tous les défenseurs. Et après qu'en deuxième mi-temps, t'as Lewandowski qui s'y met sur cette fois-ci encore une remise d'Inigo Martinez après un autre corner joué par le Barça de manière hyper précise et fluide. Et Lewandowski, comme un renard des surfaces finalement, qui est là pour marquer à bout portant et pour clore les débats et permettre à Hansi Flick de respirer un peu après la première défaite à Monaco. On a aussi eu en fin de match un but anecdotique, le centre de Baldé où le défenseur essaye de la prendre en plus de son pied droit mais ça trompe son propre gardien au second poteau et puis voilà, ça a été très compliqué. Après il y avait eu un petit tournant, je dis bien entre guillemets, avec d'un côté les Young Boys qui ont eu le peu d'incursion dans la surface du Barça avec un centre en tout cas qui a quand même trouvé preneur, mine de rien le joueur de Young Boys il est tout seul au milieu de 3-4 Catalans en défense avec un seul joueur en retrait, il la prend quand même de la tête, ce qui montre encore que le jeu aérien peut être un grand point faible du Barça qui a tendance aussi à se relâcher sur des ballons comme ça, surtout après que les équipes adverses jouent la profondeur, et c'est un maximum en tout cas de viser les joueurs de grande taille comme ça qui ont un bon timing, et en fait ça a entraîné forcément un arrêt et après la défense qui récupère le ballon pour le joueur numéro 11 qui a raté sa frappe croisée derrière. Donc il y a eu une double occasion à 1-0 qui aurait pu peut-être provoquer un 1-1 et une équipe du Young Boys qui aurait pu soit y croire, soit continuer de défendre pendant les 70 dernières minutes, 60-70 dernières minutes. Donc tu vois, le tournant était pas loin, dominer ne va pas forcément dire gagner, mais le Barça a su ne pas encaisser la seule rare occasion qu'a eu le Young Boys, et après enchaîner son jeu, enchaîner les occasions, et tuer le match à la mi-temps. Donc voilà, après il y a eu une erreur anecdotique par-dessus ça, de la part du Barça, c'est un petit relâchement à 5-0, la balle elle part vraiment en profondeur avec un bel espace entre les défenseurs, l'attaquant il est à 1 mm ou 2 d'hors-jeu, il va marquer après son face-à-face sur Iñaki Peña, mais c'était anecdotique, d'où le fait que j'ai mis ça comme titre, mais globalement le Barça a maîtrisé son sujet, a été comme dans un fauteuil, a été tranquille. De l'autre côté, passons au vif du sujet. On a eu notamment un match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Le PSG qui déjà contre Gérone avait eu beaucoup de mal à l'emporter, avait été extrêmement maladroit et a attendu une boulette du gardien sur même pas ce qui était une occasion du PSG pour que le ballon lui passe entre les jambes et marque le but de la victoire. Au final, le PSG qui prend 3 points au lieu d'1 se déplace à Arsenal avant un calendrier en Ligue des Champions que je souhaite à personne et qui va avoir du mal, je pense, surtout à l'extérieur, à aller choper des points contre les très grosses équipes qui l'attendent. Mais Arsenal, aujourd'hui, a été comme dans un fauteuil. Le PSG, honnêtement, a certes un peu plus dominé en termes d'occasion, de frappe, comme on le voit, ou en possession, mais Arsenal a fait le début de match tellement parfait qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent de plus à part laisser la balle au Paris Saint-Germain, les laisser avancer, les laisser y croire, parce que le PSG n'était pas excellent dans la possession, n'était pas excellent dans la créativité, n'était pas excellent dans les placements dans les deux surfaces. Et finalement, leur tentative était plutôt stérile, et Arsenal, même si David Raya a dû s'employer, que les montants y ont joué beaucoup et que la défense a par moments sauvé quelques belles balles, finalement, ça n'a pas été une grosse mise en danger côté Arsenal, qui fait ses devoirs à domicile dans un gros match et qui engrange de la confiance pour la suite. En plus, Arsenal qui joue le titre en première ligue, eux ça leur fera du bien d'essayer de se qualifier le plus vite possible pour faire tourner et alléger quand même un calendrier assez important. Par exemple, là on voit notamment les compositions, et je passerai à l'analyse tactique juste après, mais déjà, vous savez très bien que côté Paris Saint-Germain, il n'y avait pas Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a été écarté pour raison disciplinaire et du coup qui a provoqué la titularisation de Désiré Doué qui est un très bon joueur, ça je dis pas, mais Désiré Doué ailier droit aujourd'hui, même s'il a montré quelques petites dispositions intéressantes, c'est pas un Ousmane Dembélé dans la percussion, dans la prise de vitesse et de la profondeur, même si Ousmane Dembélé est un joueur qui est très maladroit, qui fait plus d'échecs que de réussites, c'est le genre de mec qui est tellement imprévisible qu'il est capable de te mettre une frappe de 20 mètres, de dribbler 3 mecs et de marquer un but ou de te la mettre en retrait et tout, même si l'autre jour par exemple en Ligue 1 il a été tellement maladroit, il a été tellement mauvais dans ses choix qu'il a été très critiqué de la part des fans du PSG et globalement très critiqué par Luis Enrique aussi, mais là aujourd'hui son comportement n'est pas passé et Luis Enrique s'impose avec tout son ego et sa connaissance, il s'impose dans ses choix et en tout cas l'assume, mais je pense pas honnêtement que Ousmane Dembélé aujourd'hui aurait changé quelque chose, tant le PSG était maladroit, tant le PSG était mou à la construction et tant le PSG était mal organisé dans les deux niveaux, offensivement et défensivement. On a Lee Kang-in qui, encore une fois, tout comme Asensio, est placé comme un faux numéro 9. Luis Enrique, il a Kolo Muani sur le terrain, enfin sur le banc,
Il sait qu'il a un numéro 9 qui certes n'est pas le plus en confiance du monde. C'est pas le Kolo Muani qu'il y avait à Francfort à l'époque, en Bundesliga. Mais Kolo Muani, si tu le mets dans la hiérarchie derrière Asensio, derrière Lee Kang-in, comment tu veux que le gars il puisse prendre de la confiance? Il est derrière au poste de neuf des mecs qui ne sont pas neufs. Et cette formation en faux neuf, elle est intéressante dans le cas où tu as beaucoup de possession, dans le cas où tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir cette présence dans la surface pour marquer des buts et que tu joues beaucoup sur une possession équilibrée qui est déstabilisante et surtout où le danger peut venir de partout. Mais là, quand tu as en face Arsenal qui est bien en place, qui a des profils comme Gabriel Saliba qu'il faut contourner, c'est pas facile. Quand tu as des latéraux comme Timber et Calafiori qui se font pas avoir ni par Barcola ni par Désiré Doué, bah la différence si elle vient pas dans l'axe ni sur les côtés, comment tu veux faire? Et dans le sens où là aujourd'hui Joao Neves qui fait pourtant un très bon début de saison n'a pas fait beaucoup de différence balle au pied, que Vitinha non plus ou Zaïre Emery non plus, bah face à Declan Rice, Thomas Partey et Trossard qui sont un peu régalés dans les espaces, qui ont eu en tout cas du champ libre comme on va le voir tout à l'heure, mais aujourd'hui le PSG n'était ni compact ni cohérent. Et forcément, en face, tu as du classique côté Arsenal, mais ils ont fait très très mal au PSG. Et je dirais même un truc, le PSG en Ligue des Champions, souvent, c'est même pas une question que ce soit l'adversaire qui soit plus fort. C'est souvent que le PSG se saborde de lui-même. Et vous allez très vite voir où je vais en venir. Forcément, avec Donnarumma. Mais ça, Donnarumma, on va en parler un petit peu après. D'abord, revenons un petit peu sur l'analyse tactique, avec déjà le pourquoi du comment. Le PSG n'était pas inspiré, à mon sens. Déjà sur les prises de balles, on voit un Paris Saint-Germain qui attaque par deux fois, notamment à la 24e et à la 9e minute, par Barcola dans le même schéma. T'as un Barcola balance en profondeur qui est obligé d'aller chercher le 1v1 contre son vis-à-vis, mais un vis-à-vis qui a, comme ici, une couverture, ici comme ici, avec très peu de solutions. Même s'il passe, à part tenter la frappe sous les jambes du gardien, qui en tout cas veille au grain, ou pourquoi pas tenter quelque chose, un petit peu un éclair de génie, bah malheureusement, ça marche pas. Là aujourd'hui, il avait personne dans l'axe. Là, quelqu'un de difficilement trouvable, alors il le trouve. Mais le joueur du PSG est entouré par 4 joueurs d'Arsenal. C'est très compliqué. Le PSG aujourd'hui avait du mal à attaquer et prendre à défaut le bloc d'Arsenal, qui était systématiquement en train de coulisser avec des transitions rapides. Et là, comme on le voit ici, le PSG a une possession stérile. Arsenal n'est pas allé chercher le PSG. Arsenal a laissé la balle au Paris Saint-Germain quand il l'avait, en tout cas de manière plus ou moins basse, ou encore quand le bloc remontait. Mais tu vois, les joueurs du Paris Saint-Germain se déplacent, mais en se cachant. Là, c'est pas normal d'avoir deux joueurs du PSG qui sont dans le même intervalle. Là, au final, il sait pas qui l'a donné parce que lui actuellement il est pris par les deux joueurs, l'autre là-bas il est un peu inaccessiblement, il est assez inaccessible ici à moins qu'il te fasse une passe enroulée ici, mais bon on n'est pas non plus sur du level Modric ou Toni Kroos, même si je porte pas injure à Nuno Mendes en tant que latéral très très offensif, piston très offensif, mais là t'as Lee Kang-in qui est justement collé ici sur la ligne, qui est pris en tout cas aussi par le défenseur, du moins sur la ligne de passe, donc c'est très très compliqué et ça pousse Nuno Mendes à allonger le jeu, aller chercher les attaquants qui sont eux-mêmes pris ou alors quand il n'y a plus personne dans cet espace. Là ici on a le même schéma. Il y a Lee Kang-in qui est obligé de décrocher parce que de base il est faux numéro 9, donc ce qui fait que Barcola ou Désiré Doué vont aller dans l'axe pour compenser, mais ici pareil. Tous les joueurs sont pris, tous les joueurs ne sont pas en tout cas libres aujourd'hui de faire des différences ou de remonter la balle, d'où le fait que le PSG est obligé de balancer. Et c'est pas normal. T'as un PSG aussi dans les prises de balles d'Arsenal qui n'est pas intensif. Là, actuellement, les joueurs d'Arsenal, ils sont tous libres, mais libres avec un bloc assez haut. Là, la différence où le PSG est libre avec un bloc assez bas, derrière sa propre ligne médiane, enfin la ligne médiane du terrain, ce que je veux dire, c'est que là, Arsenal n'a pas de danger. Là où par contre, Arsenal qui a son bloc haut dans la moitié de terrain du PSG avec des joueurs libres comme Havertz ici qui est laissé de manière aberrante, ou encore, alors j'arrive pas à voir qui c'est le 12 ici, bref peu importe, Timber je crois, qui est placé ici, ou Thomas Partey qui est là, c'est pas normal. C'est pas normal. Du coup, les joueurs d'Arsenal ont le temps de faire tourner. Là, ici, on voit la passe qui vient ici. On voit aussi ensuite l'écartement sur Saka parce que c'est la même action. Et après, on voit que Kai Havertz qui est ici arrive à prendre le temps de dédoubler derrière Saka pour aller dans la surface et prendre un revers Nuno Mendes. Donc Nuno Mendes qui est ici au marquage, sur Saka, enfin au marquage, il est quand même à 5 mètres, 10 mètres de lui, ce qui est pas normal, mais t'as aucune couverture sur Havertz alors que le mec, tout le monde le voit partir dans le dos de Saka. C'est quand même un truc de fou. Donc du coup, Havertz après qui fait un centre en retrait mais qui trouve personne et qui provoque quand même une occasion dangereuse, c'est pas normal de voir ensuite dans la surface 1, 2, 3, 4 joueurs du PSG, de Arsenal pardon, qui ne sont pas pris.
Et c'est là la différence aujourd'hui entre le PSG qui faisait plus un marquage de zone qu'un marquage individuel. Là où Arsenal était plus en détente et qui s'occupait du pressing dans les bons espaces, les bonnes zones du terrain, et après qui se contentait d'attaquer avec des joueurs beaucoup plus libres, mais plus en mouvement que le PSG qui eux étaient plus sur leurs appuis et ne savaient pas vraiment où aller ou à qui donner le ballon. Voilà. Après pour parler des buts, pareil. Le centre là, le joueur il est au milieu de deux joueurs du Paris Saint-Germain, t'as Calafiori qui est en retrait, et t'as encore des joueurs d'Arsenal qui se baladent, sans être tenus par des joueurs du Paris Saint-Germain. Comment tu veux que le centre aujourd'hui, là en plus qui était super beau, bien tenté, qui est bien rentrant, comment tu veux qu'Havertz qui est en pleine course avec les défenseurs qui le regardent même pas, comment tu veux qu'il se fasse pas contrer? Là Donnarumma qui a encore été le facteur X du PSG ce soir, parce que les deux buts qu'il prend, enfin en première mi-temps, c'est entièrement sa faute. Même le deuxième but, je le compte pour sa faute. Parce qu'au final, quand tu regardes le deuxième but, là il intervient en retard et Havertz il a tout le loisir de marquer. Le deuxième but c'est pareil, t'as un centre sur un coup franc tiré par Saka qui est rentrant, ni Barcola, ni personne ne vient la toucher, donc forcément ça prête à confusion et ça va super vite avec les rebonds, tout ça, mais ce que je veux dire c'est que, ou les tentatives de déviation qui ont été ratées, mais Donnarumma qui défend comme ça, alors que le mec doit aller au ballon, doit même aller carrément sur les joueurs, il doit sortir à ce moment-là, et pas rester statique à attendre qu'un ballon soit dévié ou pas, parce que là si le ballon est dévié, pareil il le prend, là il est pas dévié, il se le prend quand même, et c'est pas normal, tu vois, peu importe que ça aille vite, peu importe que les joueurs passent devant, tu dois y aller. Et là aujourd'hui, Donnarumma en une mi-temps sur des faits de jeu qui de base n'auraient même pas dû amener des buts, sur des demi-occasions d'Arsenal, ben ça tue l'équipe adverse. Sachant qu'Arsenal n'était même pas attaqué, n'était même pas en danger, c'est compliqué. Ils ont eu que 2 occasions, le PSG à la mi-temps, de faire mal. T'as d'un côté Mendes sur une belle combinaison avec Barcola qui va s'infiltrer, qui va tenter la frappe croisée comme on le voit ici, qui va effleurer le poteau si je dis pas de bêtises, mais pas grand chose, tu vois, au second poteau. Et au final, Arsenal était quand même en place et a poussé Mendes à tirer de l'extérieur de la surface. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout, qui peut-être aurait pu être une occasion encore plus franche, mais c'est compliqué. Et derrière, t'as Hakimi qui, sur une belle, en tout cas, période du PSG, à un moment donné, ils ont eu 5-10 minutes assez intéressantes où là, Arsenal attaquait de manière un peu timide et le PSG reprenait le ballon assez haut en montant de petit à petit son bloc, avec Luis Enrique qui arrêtait pas de gueuler, en tout cas, sur le bord du terrain pour que le PSG monte le bloc, soit plus agressif, soit plus intéressant qu'Arsenal sur le porteur du ballon. Donc on voit ici la prise de balle avec Hakimi qui est là, qui va accélérer comme on le voit ici, avec une longue balle en profondeur qui lui sera destinée, mais au lieu de la remettre en retrait à Barcola ou chercher le retrait sur Kang In-lee, il a voulu artiller d'ici et finalement la parade du gardien de David Raya, qui était quand même assez facile, tu vois. Donc c'était compté comme une grosse occasion, mais Raya qui intervient avec un Hakimi qui était trop esselé et beaucoup trop écarté. C'était pas possible de marquer ici, tu vois. Enfin bref, après t'as Arsenal à 2-0 à la mi-temps, forcément va jouer en contre, va s'occuper des espaces que le PSG va laisser parce qu'ils vont devoir prendre des risques, et Arsenal au début n'était même pas inquiété. Le PSG dans le premier quart d'heure n'arrivait pas à imposer son jeu, n'arrivait pas à profiter des balles un peu timides d'Arsenal, et finalement c'est Arsenal qui arrivait à imposer son jeu avec à chaque fois des débordements sur Martinelli, des débordements sur Saka, des prises de balles de Declan Rice qui se permettaient de casser un peu des lignes, même Trossard qui arrivait à faire un peu ce qu'il veut dans l'axe du terrain, même Kai Havertz a touché quand même pas mal de ballons, comme ici il lui a remis au milieu de Marquinhos, et je sais pas si c'est Nuno Mendes ici, mais qui lui a remis en tout cas à Martinelli qui fait une reprise de volée arrêtée par Donnarumma qui aurait pu être décisive, et derrière bah, ça continue les occasions. Donc même si Donnarumma faisait enfin des arrêts, le mal était déjà fait, et aujourd'hui Arsenal n'arrêtait pas d'enclencher des vagues rouges sur le but du PSG, et ça a été très complexe quand même, avec des occasions très franches. Finalement, au bout de quelques minutes après l'orage, le PSG s'est enfin décidé à imposer son football, à mettre un peu plus le pied sur le ballon, à gagner les duels, à avoir un bloc beaucoup plus haut. On a eu Arsenal par exemple qui était acculé derrière, mais qui quand même veillait au grain, avec systématiquement avec Saliba des couvertures, chose que ne faisait pas le PSG avec Marquinhos. Et derrière, bah voilà, le PSG attaque avec Barcola, attaque avec Nuno Mendes, attaque avec Kang In-lee, attaque avec même, vous voyez, Zaïre Emery qui était même très haut sur le terrain dans la surface ici, et le milieu de terrain qui était en tout cas très haut aussi comme Vitinha. Enfin Vitinha était là mais c'était plutôt Neves pardon, et Désiré Doué qui était haut, mais après derrière tu te retrouves quand même avec des vagues successives côté PSG, entre les corners, entre les tentatives de loin, entre la possession stérile aux abords de la surface. Ça finit n'empêche par un corner qui a été joué très bien et très finement, qui a fini sur la barre de Raya, mais globalement
le PSG ce soir peut s'en vouloir parce que ça manquait de vitesse dans le jeu, de créativité. Et comme je le dis, Arsenal était acculé, mais pas coulé. Ils étaient comme dans un fauteuil. Genre Kanginli qui est obligé de tirer de 35 mètres limite pour trouver une occasion. Alors oui, Raya la capte pas et ça la remet sur Kolo Muani qui se retrouve très maladroitement entouré de 3-4 mecs. Et forcément il peut pas la reprendre en plus en étant dos au but. Donc il a même pas pu faire la remise à Barcola qui est ici ou au milieu de terrain qui est là. Et derrière après tu as eu des tentatives notamment de l'autre côté où... Arsenal était pareil encore une fois très aligné, très acculé où le PSG pouvait passer d'un côté comme de l'autre mais sans centrer, sans présence et sans tirer, Arsenal ils allaient pas sortir. Kanginli ce qu'il a fait c'est que ça permettait pourquoi pas de faire sortir le bloc d'Arsenal pour contrer sa frappe, chose qui n'a pas été fait mais ça aurait pu amener une occasion de but avec David Raya qui a été contré, enfin qui a repoussé assez maladroitement, mais ce que je veux dire c'est que voilà le PSG a mis du temps à rentrer dans son match et tu vois le pressing qu'ils ont fait là sur Trossard qui a fait une balle un peu longue et qui a raté la balle et qui a raté la passe et qui a permis au PSG de relancer une offensive derrière, c'est que le PSG a commencé son pressing à la 70e minute ou 65e. Et avant, pour un mi-temps, c'était trop timide, c'était trop tard, toujours avec un temps de retard sur le passeur d'Arsenal qui avait tout loisir de contourner le bloc et de multiplier les occasions. T'avais l'impression qu'Arsenal, ils n'avaient pas à forcer pour passer le PSG et leur faire mal. Et après, ben forcément, à 2-0, ils étaient tranquilles. Après, il y a aussi un tournant, même peut-être deux. Le fait qu'il n'y a pas eu penalty sur cette main de Calafiori. On voit que Barcola, sur son dribble, il tombe, la balle tape Saliba qui rebondit sur le bras de Calafiori qui est décollé. Je sais pas comment maintenant c'est dans les règles parce que ça arrête pas de changer, ça arrête pas suivant les équipes, suivant les arbitres, etc. On comprend plus rien. Mais comme c'est le défenseur Saliba qui défend, qui l'envoie son propre défenseur, coéquipier, est-ce qu'il considère du coup, entre guillemets, c'est involontaire, même si involontaire ça n'existe pas au foot, mais du coup c'est un dégagement dans les jeux et du coup forcément le joueur était trop près, il pouvait pas enlever sa main, j'en sais rien, bref, il y a tellement de possibilités, mais pour moi, honnêtement, j'aurais pu siffler penalty si j'étais arbitre ici. Parce que honnêtement, le Calafiori, il a pas à défendre comme ça, peu importe s'il n'était pas concerné par le duel de base. Et même encore plus, il fallait qu'il soit vigilant. Et Saliba, il fait une intention de jeu. Ça veut dire qu'il a l'intention de défendre. Donc après, c'est à ses coéquipiers de défendre aussi comme il faut. Donc quand l'intention est liée, pour moi, ça peut être penalty. Après, derrière, là, il n'y a pas penalty parce que Hakimi, il part tout seul sur son côté. Et t'as Kolo Muani qui se fait renverser dans une course avec, je crois que c'était Declan Rice, je suis pas sûr, mais il se rentre dedans et du coup il tombe. Ça l'empêche d'aller au cas, ça l'empêche en tout cas d'aller au bout de l'action avec Hakimi et de l'accompagner. Mais pour moi, là, il n'y a pas penalty. Enfin bref, et après le PSG, dans le dernier quart d'heure, quasiment les 10 dernières minutes, ça a été beaucoup d'attaques désespérées, ça a été beaucoup de longs ballons, ça a été beaucoup de balles sur Kolo Muani qui était quand même très dynamique mais pas assez intéressante techniquement, ça a été beaucoup de balles un petit peu à l'arraché sur Barcola, des exploits individuels d'Hakimi qui a passé 3 joueurs là sur l'occasion avant de se faire reprendre par le défenseur d'Arsenal, mais globalement c'était pas assez pour espérer quelque chose ce soir, dans la cohérence, dans le jeu et l'efficacité, et c'est comme ça. Enfin bref. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais dire sur les deux matchs. J'espère que ça a été assez clair. J'espère que c'était pas non plus trop long, même si bon, 2 débriefs en un, forcément, ça rallonge la vidéo. Mais je vous laisserai quand même, les amis, me dire en commentaire quel a été pour vous le match le plus intéressant de la soirée, quel a été pour vous le maillon fort ou le maillon faible ce soir entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Je pense que dans l'homme du match, on pourrait vraiment mettre des joueurs comme Saka, comme Declan Rice par exemple, comme Saliba derrière, qui a été énorme. Après voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs aussi intéressants côté Arsenal. C'est très difficile d'en choisir un tellement ils ont été largement mieux que le Paris Saint-Germain. Côté Paris Saint-Germain, forcément le flop c'est Donnarumma. Et après on en attend quand même plus des joueurs comme Barcola dans ces genres de matchs, plus d'Hakimi, plus de Joao Neves, plus de Vitinha, plus de Zaïre Emery, surtout quand ton équipe au niveau du pressing elle est pas bonne, de l'efficacité, la création d'occasion elle est pas bonne. T'en attends quand même beaucoup plus. Et après faut que l'arrière-garde elle sache serrer les vis. Parce que là, faire autant d'erreurs année après année dans les grands matchs, c'est quand même pas normal, tu vois. Enfin bref, je vous laisserai avec tout ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. À bientôt pour de prochaines vidéos, dont demain le Real débriefé contre Lille et peut-être d'autres matchs, je sais pas encore. Donc en tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. C'était Alexandre et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!